Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les voilages vieillis de mon pavillon de banlieue, dans cette grande couronne parisienne, où les vies se construisent à force de discrétion et de labeur. Chaque rayon de lumière semblait s'attarder sur les particules de poussière en suspension, comme pour souligner le temps qui passe, immuable, et parfois cruel. Ma maison, que j'avais toujours considérée comme un sanctuaire, un cocon bâti de mes propres mains après un divorce difficile, me paraissait soudain étrangère, trop silencieuse. Les murs étaient imprégnés de souvenirs, tapissés de photographies de Chloé, ma fille unique, à chaque étape de sa vie, de ses premiers pas hésitants à sa remise de diplôme, un sourire éclatant sur le visage. Était un musée modeste dédié à une vie de sacrifice, une vie que j'avais entièrement consacrée à son bonheur, et qui aujourd'hui me semblait vide de sens. L'air était lourd, presque irrespirable, malgré les fenêtres entr'ouvertes laissant passer une brise estivale timide. Sur la grande table de la salle à manger, des boîtes de dragées pour le mariage attendaient d'être remplies, à côté de rubans de satin et de petites étiquettes portant les noms des futurs mariés. Dans un coin, protégée par une housse en plastique transparente, la robe que je devais porter, celle de la mère de la mariée, pendait comme un fantôme élégant. Tout dans cette pièce criait la joie imminente, la célébration d'un amour nouveau, mais mon cœur, lui, était en deuil. Une chape de plomb était abattue sur moi, étouffant la fierté maternelle que j'aurais dû ressentir. La résignation mélancolique avait remplacé l'excitation, transformant ce qui devait être le plus beau jour de ma vie en une épreuve insupportable. Chaque objet semblait me renvoyer à mon propre effacement. Les photos de Chloé, autrefois source de fierté, me poignardaient le cœur. Sur chaque cliché, je me revoyais, plus jeune, plus forte, luttant pour joindre les deux bouts, pour lui offrir des vacances, des études, une vie meilleure que la mienne. J'avais été son pilier, son unique repère, la main qui la guidait dans le noir. Pendant plus de 20 ans, j'avais été à la fois la mère et le père, la confidente et l'autorité, la consolatrice et le moteur. Je pensais que ce rôle, personne ne pourrait jamais me le contester, qu'il était gravé dans le marbre de notre histoire commune. Mais je était trompé. Une simple phrase, prononcée quelques semaines plus tôt, avait suffi à dynamiter les fondations de mon existence, me laissant seule au milieu des ruines de mes certitudes. Assise dans mon vieux fauteuil en velours usé, une tasse de café froid posée sur la table basse, je fixais un point invisible sur le mur d'en face. Mes mains, marquées par des années de travail comme auxiliaire de vie, reposaient sur mes genoux, immobiles. Étaient des mains qui avaient lavé, nourri, soigné, réconforté tant de personnes en fin de vie. Des mains qui savaient donner sans jamais rien attendre en retour. Mais aujourd'hui, elles me semblaient inutiles, incapables de réparer ma propre douleur. Mon corps tout entier était voûté, comme si je portais sur mes épaules le poids de toutes les années de solitude et d'effort. Le reflet dans la vitre assombrie de la télévision me renvoyait l'image d'une femme approchant la soixantaine, le visage creusé par une fatigue qui, était pas seulement physique, mais profondément morale, existentielle. Les gens me décrivaient souvent comme une mère courage, une de ces femmes solides qui semblent pouvoir tout affronter avec une détermination sans faille. Était la façade que j'avais construite pour survivre, pour protéger ma fille des aléas de la vie. Je gérais les factures, les maladies, les chagrins des écoles, toujours avec un contrôle apparent, une efficacité qui masquait mes propres angoisses. Mais derrière ce masque de résilience, se cachait une femme d'une fragilité extrême, une femme qui se sentait désormais invisible, remplacée, niée dans son rôle le plus fondamental. Mon regard, souvent perdu dans le vide, trahissait cette blessure secrète, cette peine immense que je n'osais formuler à voix haute, de peur qu'elle ne devienne encore plus réelle, encore plus dévastatrice. Le silence de la maison était assourdissant, rompu seulement par le tic-tac régulier de l'horloge du salon, chaque seconde me rapprochant un peu plus de ce jour que je redoutais tant. Je fermais les yeux, espérant chasser le souvenir qui tournait en boucle dans mon esprit, mais il était tenace, gravé au fer rouge dans ma mémoire. Était une scène banale, presque anodine en apparence, mais qui avait marqué le début de mon effondrement intérieur. Une conversation dans ce même salon, baignée par la même lumière douce de fin de journée. Chloé était venue discuter des derniers préparatifs, excitée et un peu stressée, comme toutes les futures mariées. Je l'ai écoutée parler du plan de table, des fleurs, de la musique, en feignant un enthousiasme que je ne ressentais déjà plus tout à fait. Le souvenir n'a pas demandé la permission pour s'imposer, il a surgi avec la violence d'une vague, me submergeant complètement. Je revis ma fille, assise en face de moi sur le canapé triturant nerveusement un coussin. Son regard fuyait le mien, et je sentis immédiatement qu'elle avait quelque chose de difficile à m'annoncer. J'ai connu ce regard toute sa vie, Clélie était celui qu'elle avait lorsqu'elle avait fait une bêtise à l'école, ou lorsqu'elle devait m'avouer un chagrin d'amour. Mon instinct de mère s'est immédiatement mis en alerte, une boule d'angoisse se formant dans mon ventre.
Je m'attendais à un problème d'argent, à une dispute avec son fiancé, à n'importe quoi, sauf à ce qui allait suivre. J'ai attendu, le souffle court, que les mots sortent enfin de sa bouche. Si cette histoire commence à vous toucher, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires vraies et émouvantes. Dites-nous également dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez, nous aimons savoir d'où vient notre communauté. Votre présence et votre soutien nous sont extrêmement précieux, et nous encouragent à continuer de partager ces récits qui nous connectent tous. La conversation avait commencé sur des banalités, une tentative maladroite de sa part de retarder l'échéance. Elle me parlait de son travail, d'un film qu'elle avait vu, tout en évitant soigneusement le sujet principal. Je la laissais faire, sentant que la presser ne ferait qu'aggraver la situation. Puis, après un long silence, elle a pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à plonger en eau profonde. Ses yeux se sont enfin posés sur moi, remplis d'une appréhension qui me serra le cœur. Je savais, avant même qu'elle ne parle, que ses paroles allaient me faire mal. J'ai préparé ma carapace, mon armure de mère courage, prête à encaisser le coup, quel qu'il soit, pour elle. Chloé, ma fille unique, mon univers, semblait soudain si jeune, si vulnérable, comme la petite fille qui venait se réfugier dans mes bras après un cauchemar. Sa voix haine était qu'un murmure lorsqu'elle a commencé à parler, choisissant ses mots avec une précaution infinie. Elle m'a expliqué à quel point elle était heureuse, à quel point son futur mari, Marc, était l'homme de sa vie, et à quel point elle se sentait accueillie et aimée par sa belle famille. Elle a longuement parlé de Jean-Pierre, le père de Marc, un homme bon et veuf depuis plusieurs années, qu'il avait pris sous son aile dès le début de leur relation, il y a 10 ans. Elle le décrivait comme une figure paternelle, un repère stable et bienveillant dans sa vie d'adulte. Puis, la phrase est tombée, simple, presque clinique, mais d'une violence inouïe. « Maman, j'ai demandé à Jean-Pierre de me mener à l'hôtel. » Elle l'a dit rapidement, comme pour s'en débarrasser, les yeux baissés vers ses mains jointes. Le monde autour de moi s'est arrêté de tourner. Le son de l'horloge a disparu, la lumière du soleil s'est ternie, et l'air est devenu rare. Comme si on me l'avait volé de mes poumons. Les mots ont résonné dans le silence, se répétant en écho dans ma tête, chacun d'eux étant un clou que l'on plantait dans mon cœur. Ce « N » était pas une simple décision logistique. C était un reniement, une annulation de tout ce que j'avais été pour elle. Ce fut un coup sourd et brutal, le genre de choc qui ne vous fait pas crier mais qui vous laisse sans voix, le souffle coupé. J'ai senti une douleur physique, une pression intense dans ma poitrine, comme si mon cœur se brisait littéralement en 1000 morceaux. L'honneur le plus symbolique, le plus attendu de ma vie de mère, cette marche triomphale au bras de ma fille pour la confier à son avenir, venait de Metz, être arraché. Et il n'avait pas été volé par un étranger, mais offert, de plein gré, à un autre. Un homme qui, malgré toute sa gentillesse, n'avait pas passé de nuit blanche à son chevet, n'avait pas travaillé double pour payer ses études, n'avait pas pleuré en secret de fierté à chacun de ses succès. Aucun cri, aucune larme, juste un silence de glace qui s'est installé entre nous. Un masque de neutralité a dû se figer sur mon visage, mon mécanisme de défense ultime. Je ne pouvais pas m'effondrer devant elle, je ne pouvais pas lui montrer à quel point elle venait de me détruire. J'ai simplement hoché la tête, un mouvement lent et mécanique, comme si mon cou était rouillé. Je sentais son regard anxieux sur moi, attendant une réaction, une absolution peut-être, mais aucun son ne pouvait sortir de ma gorge. Le silence était ma seule réponse, un abîme qui venait de se creuser entre la mère et la fille qui, jusque-là, se disait tout. Chloé a tenté de se justifier, sa voix tremblante d'émotion et de culpabilité. Il a été comme un père pour moi, tu sais, il a comblé un vide. Ce n'est pas contre toi, maman, je t'assure. C'est juste que, c'est important pour moi, pour la nouvelle famille que nous construisons. Chaque mot d'explication était une nouvelle lame qui s'enfonçait dans la plaie. Elle ne comprenait pas. Pour elle, C était un geste de gratitude envers un homme qui avait été présent. Pour moi, C était la négation de 20 années, où j'avais dû être tout pour elle, précisément parce qu'il y avait un vide à combler, un vide que j'avais passé ma vie à essayer de rendre moins douloureux. 20 années de sacrifices, de soirées passées seules pour qu'elle puisse sortir avec ses amis, de fins de mois difficiles pour lui payer son permis de conduire, de vacances annulées pour financer ses études. 20 années à être son unique roc, son port d'attache inconditionnel. Tout cela, balayé en une seule phrase. J'avais l'impression qu'on venait de réécrire notre histoire, en effaçant mon nom de la page la plus importante. J était reléguée au rang de simple spectatrice. Une invitée d'honneur peut-être, mais plus l'actrice principale de ce moment sacré. La fierté d'une vie, l'aboutissement de mon rôle de mère, venait de même être confisquée. Ma seule réponse,
dans ce moment de dévastation, fut de me retrancher derrière une froideur fonctionnelle. « C'est ton mariage, Chloé. C'est ta décision », ai-je réussi à articuler, ma voix sonnant étrangement calme, détachée. Aidant était la seule chose à dire, la seule chose qu'une mère raisonnable pouvait répondre. Mais le ton était une arme, une barrière de glace que j'y érigée entre nous pour me protéger de plus de douleur. J'ai vu le soulagement et en même temps la tristesse dans ses yeux. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais elle avait senti le prix que cela me coûtait, le fossé que sa décision venait de créer. La mémoire s'estompe, me laissant de nouveau seule dans mon fauteuil, dans le silence de mon pavillon. La douleur, elle, est restée, aussi vive et poignante qu'au premier jour. Depuis cette conversation, nos échanges sont devenus purement pratiques, centrés sur l'organisation du mariage. Nous parlons des fleurs, des invités, du menu, mais nous évitons soigneusement le sujet, comme s'il s'agissait d'un secret honteux. Un non-dit pèse sur chaque conversation, chaque regard. Je joue mon rôle de mère de la mariée avec une efficacité glaciale, mais mon cœur n'y est plus. Je suis devenue une organisatrice des événements, plus une mère partageant le bonheur de sa fille. Le soleil a presque disparu derrière les toits des maisons voisines, plongeant le salon dans une pénombre mélancolique. Les ombres s'allongent déformant les objets familiers, les rendant menaçants. Je me sens comme une étrangère dans ma propre maison, dans ma propre vie. La femme forte et résolue a laissé place à une coquille vide, hantée par le sentiment d'avoir été trahie et dépossédée. Je me suis battue toute ma vie pour que ma fille ne manque de rien, surtout pas d'amour. Et aujourd'hui, dans ce moment crucial, elle a choisi l'amour d'un autre pour la guider vers son avenir. Mon reflet dans la fenêtre sombre me fait face. Je vois une femme fatiguée, les traits tirés par une peine qu'elle ne peut partager avec personne. Je vois une mère dont le rôle le plus sacré, le plus symbolique, a été donné à un autre. Une question me hante, tournant sans cesse dans mon esprit, une question simple et terrible, à laquelle je n'ai pas de réponse. Quelle est ma place, maintenant? Si je ne suis pas celle qui l'amène à l'autel, qui suis-je vraiment dans cette nouvelle configuration familiale qu'elle est si fière de construire? Mon histoire avec Chloé n'a pas commencé avec sa naissance, mais bien avant, dans les décombres de mon propre cœur brisé. J'avais épousé son père par amour, ou du moins par ce que je croyais être de l'amour à 20 ans. C. était un homme charmant, plein de promesses et de grands discours, mais dont la présence s'estompait aussi vite que ses paroles s'envolaient. Les premières années, j'ai lutté pour préserver l'illusion d'une famille unie, pour combler ses absences par un surplus d'attention, pour faire croire à notre petite fille que son père était un héros souvent en déplacement. Je me mentais à moi-même autant qu'à elle, espérant qu'un jour la réalité rattraperait le rêve que je m'étais construit. Le divorce a été une libération autant qu'un échec cuisant. J'avais à peine 30 ans, une enfant de 5 ans par la main, et un avenir aussi vide que mon compte en banque. Son père est parti, littéralement, du jour au lendemain, laissant derrière lui quelques dettes et une lettre laconique. Ce jour-là, en regardant les grands yeux interrogateurs de Chloé, je me suis fait une promesse silencieuse. Je lui ai juré qu'elle ne manquerait jamais de rien, et surtout, qu'elle ne ressentirait plus jamais le vide de l'abandon. J'allais devenir pour elle un rempart, une forteresse. J'allais être sa mère et son père, son début et sa fin, son unique certitude dans un monde incertain. Notre vie s'est alors organisée dans un petit 2 pièces en banlieue, au 4e étage, sans ascenseur. Mes journées étaient une course contre la montre. Je quittais la maison à l'aube pour faire des ménages, je rentrais pour l'emmener à l'école, puis je repartais pour un autre travail à temps partiel dans une cantine scolaire. Le soir, étaient les devoirs, le bain, l'histoire, et une fois qu'elle était endormie, je m'effondrais sur le canapé, épuisée, mais animée par une force que seule une mère seule peut connaître. L'argent était une préoccupation constante. Chaque facture était une montagne, chaque dépense imprévue un tremblement de terre. Je comptais chaque centime, je raccommodais ses vêtements, j'inventais des jeux pour ne pas avoir à payer des sorties. Nous avons développé une complicité fusionnelle, un langage secret fait de regards et de demi-mots. Nous étions une équipe, un duo inséparable contre le reste du monde. Les dimanches après-midi, notre rituel était de faire des gâteaux dans notre cuisine minuscule, la farine volant partout, nos rires résonnant dans le petit appartement. Étaient des moments de grâce suspendus, des bulles de bonheur simples, qui me donnaient la force de continuer. Je me souviens de ses petites mains potelées pétrissant la pâte, de son regard admiratif posé sur moi. Dans ses yeux, Jeanne était pas une femme fatiguée et précaire. Était une reine dans son royaume, une magicienne capable de transformer la misère en fête. Les questions sur son père sont venues, inévitablement. Au début j'esquivais, puis j'ai inventé des histoires de voyages lointains. Mais les enfants ne sont pas dupes. Un jour, en rentrant de l'école,
Elle m'a demandé, le visage grave, « Pourquoi papa ne nous aime pas ?» Cette question, d'une simplicité désarmante, m'a transpercé le cœur. J'ai pris son petit visage entre mes mains, et je lui ai dit la vérité, avec des mots simples. Je lui ai expliqué que l'amour des adultes est parfois compliqué et fragile, mais que mon amour pour elle, lui, était indestructible, infini, plus grand que l'univers. C'est ce soir-là que j'ai compris que mon rôle N était pas seulement de la protéger du monde, mais aussi de réparer les blessures qu'il lui infligeait. J'ai endossé ce double rôle avec une abnégation totale. J était la mère qui consolait les chagrins et le père qui apprenait à faire du vélo. J était celle qui fixait les règles et celle qui organisait les chasses au trésor. J'ai assisté à toutes les réunions de parents élèves, à toutes les kermesses, à tous les spectacles de fin d'année, occupant seul le siège qui aurait dû être partagé. Parfois, la solitude me pesait terriblement. Les nuits où elle était malade, veillant à son chevet, le front brûlant sous ma main, je me sentais la femme la plus seule du monde, terrifiée à l'idée de ne pas être à la hauteur, de faillir à ma mission sacrée. Puis l'adolescence est arrivée, avec son lot de portes qui claquent et de silences boudeurs. Notre fusion a été mise à l'épreuve. Elle avait besoin de son espace, de ses secrets, et je devais apprendre à desserrer mon étreinte, ce qui était la chose la plus difficile au monde pour moi. J'avais peur pour elle, peur qu'elle se perde, qu'elle rencontre un homme comme son père. Nos disputes étaient violentes, passionnées, souvent à propos de ses sorties, de ses fréquentations. Je la voulais libre, mais je la voulais en sécurité. C était un équilibre impossible à trouver, et je commettais souvent l'erreur d'être trop protectrice, trop intrusive, par pure terreur de la voir souffrir. Malgré nos conflits, je n'ai jamais cessé de la soutenir. Quand elle a décidé qu'elle voulait faire des études de commerce qui coûtaient cher, j'ai trouvé un 3e emploi. Je suis devenue auxiliaire de vie de nuit. Je dormais à peine quelques heures, mon corps me criait de m'arrêter, mais la vision de son avenir, de sa réussite, était mon unique carburant. Je voulais qu'elle ait les armes pour être indépendante, pour ne jamais avoir à dépendre d'un homme comme j'avais dû le faire. Chaque diplôme qu'elle a obtenu, du brevet au master, était une victoire personnelle, la preuve que mes sacrifices n'avaient pas été vains. Le jour où elle m'a présenté Marc, j'ai senti un mélange de soulagement et d'appréhension. Il était gentil, stable, attentionné, tout ce que son père n'avait pas été. Il la regardait avec un amour sincère qui me rassurait. Mais en même temps, j'ai senti pour la première fois que N était plus le centre de son univers. Une autre personne partageait ses joies, ses peines, ses secrets. C était l'ordre naturel des choses, je le savais. Mais une petite partie de moi a ressenti une pointe de jalousie, un pincement au cœur, que j'ai immédiatement refoulé, honteuse de mon propre égoïsme. Sa belle famille m'a accueilli avec chaleur. Jean-Pierre, le père de Marc, veuf depuis quelques années, était un homme particulièrement bienveillant. Il a tout de suite pris Chloé sous son aile, lui offrant cette figure paternelle, qui lui avait tant manqué. Je les observais de loin, lors des repas de famille du dimanche, Chloé riant à ses plaisanteries, lui demandant conseil pour sa voiture ou ses impôts. Je devais être heureuse pour elle, et je l'étais, sincèrement. Mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une petite piqûre d'amertume. Cet homme, sans effort, lui donnait ce que j'avais lutté toute ma vie pour compenser. Je me souviens d'un après-midi en particulier, nous étions tous dans leur jardin pour un barbecue. Chloé essayait de monter une étagère dans son nouvel appartement et n'y arrivait pas. Sans même hésiter, elle a appelé Jean-Pierre à la rescousse. Il est arrivé avec sa boîte à outils, et en quelques minutes, étagère était fixée. Ils ont ri ensemble, une complicité évidente entre eux. J était assise sur une chaise, un verre à la main, me sentant soudain comme une simple spectatrice. J'avais passé des années à apprendre à bricoler, à monter des meubles seul pour elle, et là, en un instant, J était devenue obsolète. Au fil des ans, leur relation s'est approfondie. Jean-Pierre est devenu son confident, son pilier. Quand Chloé a eu des problèmes au travail, c'est lui qu'elle a appelé en premier. Quand elle et Marc ont acheté leur maison, c'est lui qui les a conseillés pour le prêt immobilier. Lentement, sans que je m'en rende vraiment compte, mon rôle de conseillère unique s'est érodé. J était toujours sa mère, celle qu'on appelle pour les nouvelles importantes, mais pour les tracas du quotidien, pour le soutien pratique et moral, Jean-Pierre avait pris le relais. Je me suis effacée, convaincue que C était pour le mieux, que ma fille avait enfin une famille complète. Mon travail d'auxiliaire de vie me confrontait chaque jour à la solitude et à la fin de vie. Je m'occupais de personnes âgées dont les enfants venaient rarement les voir. Des personnes qui n'avaient plus que leurs souvenirs pour compagnie. Je leur apportais du réconfort, une présence, une oreille attentive. Je pensais souvent que je ne finirais jamais comme ça, que Chloé serait toujours là pour moi, mais en voyant la place que Jean-Pierre prenait dans sa vie, une peur insidieuse a commencé à germer en moi. Et si, à la fin, je me retrouvais seule moi aussi, après avoir tout donné? L'annonce de leur fiançailles a été un moment de joie immense,
J'ai pleuré en la serrant dans mes bras, sincèrement heureuse de son bonheur. Enfin elle allait avoir la vie stable et aimante, que je n'avais jamais pu lui offrir complètement. Les préparatifs du mariage ont commencé dans une effervescence joyeuse. Je me suis lancée à corps perdu dans l'organisation, voulant que tout soit parfait. Était l'aboutissement de ma vie de mère, le couronnement de tous mes efforts. Je m'imaginais déjà, le cœur battant, la remontant l'allée au bras, la confiant à l'homme qu'elle aimait. Était mon moment, ma récompense. Les discussions financières ont rapidement jeté une ombre sur mon enthousiasme. Le mariage de ses rêves coûtait une fortune, bien au-delà de mes modestes moyens. J'avais mis de l'argent de côté toute ma vie pour ce jour, mais ce N était qu'une goutte d'eau dans l'océan de leurs dépenses. Un soir, Chloé m'a dit, avec une délicatesse maladroite, « Ne t'inquiète pas, maman. Jean-Pierre a dit qu'il s'occuperait de la plus grosse partie. » J'ai souri et remercié, mais à l'intérieur je me sentais humiliée. Encore une fois, il réussissait là où échouait. Il pouvait lui offrir un mariage de princesse, tandis que je pouvais à peine payer les dragées. Nous sommes allés choisir sa robe ensemble. Ce fut une journée magique, une parenthèse enchantée, loin des soucis d'argent et des tensions familiales. En la voyant sortir de la cabine d'essayage, vêtue d'une robe blanche qui la transformait en vision, les larmes me sont montées aux yeux. Elle était si belle, si épanouie. Dans le miroir, nos regards se sont croisés, et pendant un instant, nous avons retrouvé notre complicité d'antan, ce lien unique qui nous unissait. J'ai caressé la soie de sa robe, et je me suis dit que rien ne pourrait jamais briser ce lien. Comme je me trompais. Les semaines qui ont suivi, le nom de Jean-Pierre revenait sans cesse dans les conversations. Jean-Pierre a trouvé un traiteur exceptionnel. Jean-Pierre connaît un photographe formidable. Jean-Pierre pense que nous devrions choisir ses fleurs. Chaque phrase était comme une petite entaille dans mon cœur. Je me sentais de plus en plus exclue, réduite à un rôle de consultante occasionnelle. Il était devenu le co-organisateur, le patriarche bienveillant, qui orchestrait le bonheur de sa nouvelle famille élargie. Et moi, était la mère de la mariée, un titre honorifique qui semblait se vider de sa substance jour après jour. J'ai commencé à me replier sur moi-même, à répondre au téléphone avec une lassitude que je ne pouvais plus cacher. Chloé le sentait bien. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? T'as l'air ailleurs ?» me demandait-elle souvent. Je balayais ses inquiétudes d'un revers de main, prétextant la fatigue du travail. Comment lui expliquer ce que je ressentais sans paraître égoïste et possessive ? Comment lui dire que j'avais l'impression qu'on me volait ma place ? Que l'homme qui avait comblé le vide laissé par son père était maintenant en train de combler le vide que je n'avais même pas encore laissé. Le point de rupture a été cette conversation, quelques semaines avant le mariage, celle qui tourne en boucle dans ma tête depuis. Elle était venue me voir, nerveuse, fuyant mon regard. Elle a tourné autour du pot pendant une bonne demi-heure, parlant de tout et de rien, jusqu'à ce qu'elle se lance enfin. « Maman, j'ai demandé à Jean-Pierre de me mener à l'hôtel. » La phrase a flotté dans l'air, et le silence qui a suivi a été le plus assourdissant que j'ai jamais connu. Était plus qu'une décision, était un verdict. Le verdict de mon remplacement. Depuis ce jour, un mur de glace s'est érigé entre nous. Nos appels sont devenus brefs, fonctionnels. Nous parlons du plan de table, de la couleur des nappes, mais jamais de ce qui s'est brisé entre nous. Je joue mon rôle à la perfection, la mère efficace et dévouée, mais mon cœur est un désert. Je me sens comme une actrice dans une pièce dont je ne comprends plus le sens. Chaque préparatif est un rappel de ma dépossession, chaque sourire que je force est une trahison envers ma propre douleur. Hier au travail je m'occupais de Monsieur Dubois, un vieil homme de 90 ans atteint d'Alzheimer. Dans un moment de lucidité il a regardé une photo sur sa table de chevet et m'a dit « C'est ma fille, le jour de son mariage. C'est moi qui l'ai conduite à l'hôtel. Le plus beau jour de ma vie. » J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas éclater en sanglots. J'ai prétexté une urgence et je me suis réfugiée dans les toilettes, pleurant en silence, pour ne pas que les autres infirmières m'entendent. La douleur était si vive, si injuste. J'ai croisé Jean-Pierre au supermarché l'autre jour. Il est venu vers moi, tout sourire, ignorant tout du drame qui se jouait en moi. « Alors Monique ? Pas trop stressée ? C'est un grand moment qui nous attend. Je suis tellement fière, vous n'imaginez pas. » J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Sa joie innocente était comme du vinaigre, sur une plaie ouverte. Comment pouvait-il être si aveugle ? Comment ma propre fille n'avait-elle pas anticipé la violence de sa décision ? Les nuits sont les pires. L'insomnie me ronge. Je repasse le film de ma vie, cherchant l'erreur, le moment où j'ai failli. Ai-je trop investi en elle ? L'ai-je étouffée avec mon amour exclusif ? Au point qu'elle ait eu besoin de chercher de l'air ailleurs, la culpabilité se mêle à la colère et au chagrin, un cocktail toxique qui m'empoisonne l'esprit. Je me sens coupable de ressentir de l'amertume, coupable de ne pas être capable de me réjouir sans réserve pour elle. Chloé a essayé de m'appeler plusieurs fois hier.
Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas la force d'entendre sa voix, de feindre une normalité qui n'existe plus. Je sais que mon silence la blesse, qu'elle ne comprend pas l'ampleur de ma peine. Elle pense probablement que je suis juste un peu vexée, que ça passera. Elle ne voit pas que c'est 10 fils de ma vie qui s'est effondré, que les fondations sur lesquelles j'ai tout construit ont été dynamitées. Ce matin, en regardant mon reflet dans le miroir, j'ai vu une vieille femme, pas seulement par les rides ou les cheveux gris, mais par le vide dans le regard. La flamme qui m'animait, cette force de lionne qui m'a fait tout surmonter, s'est éteinte. Je suis devenue une coquille, hantée par le fantôme de la mère que j'ai été. La mère Courage est morte le jour où sa fille a choisi un autre bras pour la guider vers son avenir. Parfois, une colère sourde monte en moi. L'envie de tout annuler, de lui crier ma douleur à la figure, de la forcer à voir ce qu'elle m'a fait. Je m'imagine la scène, mes accusations, ses larmes, le drame. Mais l'image s'efface aussitôt. Je ne pourrai jamais faire ça. Je l'aime trop pour détruire son bonheur, même si ce bonheur se construit sur les ruines du mien. Mon amour pour elle reste ma plus grande force, et ma plus grande faiblesse. Je regarde les photos d'elle, enfant, qui tapissent mes murs. Sur chaque cliché, son sourire est un rayon de soleil. C'est pour ce sourire que j'ai tout sacrifié. Et c'est ce même sourire que je veux voir le jour de son mariage, même si je dois pour cela mourir un peu à l'intérieur. Je dois trouver la force de mettre mon orgueil de côté, de ravaler ma peine, aider, être la mère qu'elle mérite, celle qu'il aime inconditionnellement. Le carton d'invitation est posé sur la cheminée. Monique et Jean-Pierre vous prient d'assister au mariage de leurs enfants. Nos noms, côte à côte, comme si nous étions un couple, des partenaires égaux dans cet événement. L'ironie est cruelle. Il est le héros du jour, celui qui aura tous les honneurs. Et moi je suis l'ombre, la figure silencieuse dont le sacrifice a été oublié, reléguée aux coulisses de l'histoire. J'ai même rêvé que j'arrivais à la mairie, et que l'officier D, état civil, m'interdisait l'entrée. « Désolé madame, la mère de la mariée est déjà là », disait-il, en me montrant une femme que je ne connaissais pas. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, avec ce sentiment terrifiant de être une usurpatrice dans ma propre vie, une étrangère à mon propre rôle. Aujourd'hui nous avons la dégustation du menu dans un joli restaurant de campagne. Toute la famille sera là, Chloé, Marc, Jean-Pierre, et sa mère Françoise. Je redoute ce moment, je vais devoir sourire, faire des commentaires sur le saumon ou le veau, prétendre que tout va bien, que je suis la plus heureuse des mères. Le masque que je porte devient de plus en plus lourd, et j'ai peur qu'il ne finisse par se fissurer. Je me suis habillée avec soin, comme pour me donner une contenance. Une jolie robe, un peu de maquillage pour cacher les cernes. L'armure est en place. Mais à l'intérieur, je suis en miettes. En montant dans ma voiture, j'ai eu une envie folle de faire demi-tour, de fuir, de disparaître jusqu'Idacre, à ce que tout soit terminé. Mais je ne peux pas. Je dois y aller. Pour elle, toujours pour elle. Le restaurant est magnifique, un vieux corps de ferme rénové, avec des poutres apparentes, et des jardins fleuris. Tout le monde est déjà là, attablé sur la terrasse, riant sous le soleil printanier. En m'approchant, je vois Chloé se blottir contre Jean-Pierre, qui lui passe un bras protecteur autour des épaules. L'image est belle, touchante, et pour moi elle est insupportable, un poignard en plein cœur. Je m'assieds, je salue tout le monde, je force un sourire. Les plats commencent à arriver, tous plus raffinés les uns que les autres. Les conversations tournent autour du mariage, de la lune de miel, des futurs petits-enfants. Je me sens à des milliers de kilomètres, comme si j'étais derrière une vitre, regardant une scène de bonheur, à laquelle je ne participe pas vraiment. Chaque rire, chaque parole joyeuse creuse un peu plus le vide en moi. Au milieu du repas, je n'en peux plus, l'air me manque, les murs semblent se refermer sur moi. Je murmure une excuse, et je me lève pour aller prendre l'air dans le jardin. Je marche jusqu'à un banc isolé, à l'ombre d'un grand saule pleureur. Enfin seul. Je ferme les yeux, essayant de reprendre mon souffle, de contenir les larmes qui menacent de déborder. Je me sens si seule, si incomprise. Après quelques minutes, j'entends des pas légers sur le gravier. J'ouvre les yeux, et je vois Françoise, la mère de Marc, s'approcher doucement. Je me prépare à une avalanche de questions bienveillantes mais maladroites. Mais elle ne dit rien. Elle s'assoit simplement à côté de moi sur le banc, en silence. Elle regarde les arbres, les fleurs, le ciel, comme si elle était là par hasard. Son silence est un cadeau. Il n'est pas pesant, mais apaisant. Il ne me demande rien, ne me juge pas. C'est juste une présence calme et solide à mes côtés. Nous restons ainsi plusieurs minutes, sans échanger un mot, écoutant seulement le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans le vent. Pour la première fois depuis des semaines, je sens une partie de la tension dans mes épaules se relâcher. Puis, d'une voix douce sans même me regarder, elle dit «
Mon mari disait toujours que les enfants sont comme de jeunes arbres. On leur met un tuteur, on les protège du vent, on les arrose. Mais un jour, ils déploient leurs branches vers le soleil qu'ils ont choisi, pas forcément celui qu'on avait imaginé pour eux. Ces mots sont simples, mais ils résonnent en moi avec une force incroyable. Elle marque une pause, puis elle tourne enfin son visage vers moi. Son regard est plein d'une compassion infinie, d'une compréhension qui va bien au-delà des mots. Jean-Pierre est très fier, et il a raison de l'être. Mais il sait, et nous savons tous, quelle est la main qui a planté la graine, et qui l'a arrosée chaque jour, même pendant les tempêtes. Était la vôtre, Monique. À cet instant, quelque chose en moi se brise. Mais ce n'est pas une rupture de douleur, c'est une rupture de libération. Les larmes que je retenais depuis si longtemps se mettent à couler, silencieuses et chaudes, sur mes joues. Ce ne sont Barancy. Le jour du mariage est arrivé comme une échéance inéluctable, un train lancé à pleine vitesse que je ne pouvais plus arrêter. Le soleil s'est levé sur une journée radieuse, presque ironiquement parfaite, baignant la petite chambre où Chloé se préparait d'une lumière douce et dorée. L'air vibrait d'une fébrilité électrique, un mélange de lacs, de parfums et de rires nerveux. Les demoiselles d'honneur s'agitaient autour d'elle comme des papillons colorés, la coiffeuse donnait ses dernières instructions, et le photographe immortalisait chaque instant de cette effervescence joyeuse. Je me tenais un peu en retrait, observant la scène avec une distance que personne ne semblait remarquer. J'y étais présente physiquement, mais mon esprit était ailleurs, perdu dans le labyrinthe de ma propre peine, jouant mon rôle de mère de la mariée avec un automatisme glacial. Chaque rire de Chloé, chaque exclamation admirative de ses amis me parvenait comme un son étouffé, comme si Jaï écoutait à travers une épaisse paroi de verre. Je tendais une épingle à cheveux, j'aidais à ajuster un bracelet, des gestes mécaniques que mon corps exécutait sans que mon cœur y participe. Je voyais ma fille, resplendissante de bonheur, et une partie de moi se réjouissait sincèrement pour elle. Mais une autre partie, plus sombre et plus profonde, se sentait étrangère à cette joie, comme une invitée indésirable à la fête de ma propre vie. Le masque de la mère Courage était solidement vissé sur mon visage, mais il me coûtait une énergie folle de le maintenir en place, et je sentais les premières fissures apparaître sur sa surface lisse. Le moment est venu d'enfiler la robe, le silence s'est fait dans la pièce, un silence respectueux, et plein d'anticipation. Était une création magnifique, simple et élégante, qui semblait avoir été tissée dans un rayon de lune. En la sortant de sa housse, mes mains tremblaient légèrement. J'ai aidé Chloé à y entrer, mes doigts effleurant la soie délicate, puis remontant la longue rangée de petits boutons nacrés dans son dos. Était un geste intime, un de ses derniers gestes de mère avant que sa fille ne devienne une épouse. Chaque bouton que je fermais était comme un point final à un chapitre de notre vie, et je luttais pour retenir les larmes qui me brûlaient les yeux, des larmes qui étaient pas seulement de joie. Elle s'est retournée, et s'est regardée dans le grand miroir psyché, un souffle collectif d'admiration a parcouru la pièce. Elle était une vision, une mariée sortie d'un rêve. Sa beauté me frappa en plein cœur, une beauté qui était le fruit de toutes ces années, de tous mes sacrifices. J'ai vu en elle la petite fille qui jouait à la princesse avec mes vieilles robes, l'adolescente qui essayait maladroitement son premier maquillage, et la jeune femme accomplie qu'elle était devenue. Une vague de fierté immense m'a submergée, si puissante qu'elle a failli emporter ma tristesse. Mais la douleur était tenace. Une encre lourde qui me retenait au fond de mon amertume, m'empêchant de m'abandonner complètement à ce moment de bonheur. La coiffeuse a apporté le voile, une cascade de tulle fin bordée de dentelle. Était la touche finale, le symbole ultime. C'est à la maman de le poser, a-t-elle dit avec un sourire complice. J'ai pris le peigne délicat entre mes doigts et je me suis approché de ma fille, qui me tournait le dos, face au miroir. Je me suis positionné derrière elle, nos deux silhouettes se reflétant côte à côte. J'ai délicatement glissé le peigne dans son chignon sophistiqué, laissant le voile flotter gracieusement sur ses épaules. Nos regards se sont croisés dans le reflet argenté du miroir, et à cet instant, le temps s'est suspendu. Le monde extérieur, avec ses rires et son agitation, a cessé d'exister. Dans le miroir, je n'ai pas pu tricher. Mes yeux, malgré tous mes efforts, étaient des lacs de tristesse. Ils racontaient les nuits blanches, les fins de mois difficiles, la solitude, et surtout, l'incompréhensible blessure de me sentir remplacée. Ils criaient la douleur que ma bouche refusait de formuler. Chloé a vu. Son sourire s'est figé, son visage s'est décomposé. Elle a vu au-delà du masque, elle a vu directement dans mon âme à nu, et elle a compris. Elle a vu la souffrance que j'avais tenté de lui cacher pour ne pas gâcher son bonheur. Le reflet lui a renvoyé la vérité brute, sans phare, une vérité que nous avions toutes les deux soigneusement évitée depuis des semaines. Une larme solitaire a roulé sur ma joue, une seule, mais elle contenait le poids de tout mon chagrin. Je l'ai essuyée d'un geste rapide,
espérant que personne ne l'ait vu, mais il était trop tard. Dans le miroir, j'ai vu les yeux de Chloé s'embuer à leur tour. Les siens, N, étaient pas des larmes de joie. C étaient des larmes de culpabilité et de regret. Le beau tableau de la mariée parfaite et de sa mère fière venait de voler en éclats, révélant la toile fissurée de notre relation. Le silence dans la pièce est devenu lourd, palpable, chargé de tous les non-dits qui étaient accumulés entre nous. Brusquement, elle s'est retournée me faisant face. Elle a quitté le monde parfait du miroir pour affronter la réalité. Son visage était un masque de désolation. Les larmes coulaient maintenant librement, menaçant de ruiner le maquillage impeccable. Elle a attrapé mes mains, ses doigts glacés se crispant sur les miens. Sa voix N était qu'un murmure brisé, un souffle de douleur qui semblait venir du plus profond de son être. Elle a planté son regard suppliant dans le mien, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu ma petite fille, effrayée et perdue, qui avait besoin de sa maman. « Maman, je suis désolée », a-t-elle sangloté, les mots se bousculant dans sa gorge. « Je suis tellement désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu es la personne la plus importante de ma vie, la seule qui a toujours été là. J'ai été stupide, égoïste. Pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi. » Chaque mot était un coup de poignard dans ma propre culpabilité. Je l'avais laissé porter ce fardeau seul, je l'avais puni avec mon silence, et maintenant, le jour qui devait être le plus heureux de sa vie était en train de se transformer en cauchemar à cause de moi, à cause de ma fierté blessée. Son chagrin était si sincère, si dévastateur, qu'il a balayé ma propre douleur en un instant. Que valait mon orgueil face aux larmes de mon unique enfant? Que valait cette marche symbolique vers un autel face à une vie entière de complicité que était en train de saboter? Les mots de Françoise me sont revenus en mémoire, clairs et apaisants, la main qui a planté la graine et l'a arrosée chaque jour, même pendant les tempêtes. J'ai compris à cet instant que ma mission N était pas de réclamer une récompense, mais de continuer à être ce tuteur solide, ce port d'attache, même et surtout, quand les vagues étaient hautes. Une paix étrange, une clarté nouvelle s'est emparée de moi. J'ai senti le poids sur mes épaules s'alléger, la rancœur qui empoisonnait mon cœur se dissoudre. J'ai lâché ses mains pour prendre son visage en coupe entre les miennes, l'obligeant à me regarder. J'ai essuyé ses larmes avec mes pouces, un geste que j'avais fait des milliers de fois lorsqu'elle était enfant. Mon propre visage a dû s'adoucir, car j'ai vu la peur dans ses yeux se transformer en un espoir timide. Je devais réparer ce que j'avais contribué à briser. Je devais la libérer de cette culpabilité qui n'avait pas lieu d'être. J'ai pris une profonde inspiration, et les mots sont venus, non pas de mon esprit blessé mais directement de mon cœur de mère, un cœur qui venait enfin de guérir. Ma voix était calme, posée, pleine d'une sérénité que je ne me connaissais pas. « Chut, mon bébé, ne pleure plus. Il n'y a rien à pardonner, ai-je murmuré. Je l'ai vu froncer les sourcils, ne comprenant pas. J'ai alors continué, la regardant droit dans les yeux pour qu'elle comprenne la vérité de chaque mot que j'allais prononcer, pour qu'elle les grave en elle, pour toujours. L'honneur, Chloé, ce n'est pas de te mener à l'autel. Ça, ce n'est qu'un symbole, une tradition. L'honneur, le véritable honneur de ma vie, ça a été de marcher avec toi chaque jour. De te tenir la main pour tes premiers pas, de t'accompagner à l'école, de veiller tard pour t'aider à faire tes devoirs, de te consoler de tes chagrins. L'honneur, c'est de t'avoir vu grandir et devenir cette femme merveilleuse que tu es aujourd'hui. C'est ça, ma récompense. C'est tout ce qui a jamais compté. Je sentais ses larmes s'arrêter de couler tandis qu'elle buvait mes paroles. Une lueur de compréhension, puis de soulagement infini, a illuminé son visage. Elle a compris que je ne disais pas cela pour la rassurer, mais parce que je le pensais du plus profond de mon âme. J'avais enfin trouvé ma juste place, non pas au bras de ma fille, mais dans le fondement même de sa vie. Une place que personne, jamais, ne pourrait me prendre. Mon amour pour elle était plus grand que mon ego, plus grand que toutes les traditions du monde. Jean-Pierre est un homme bon, ai-je ajouté d'une voix douce. Il t'a donné quelque chose que je ne pouvais pas te donner, et je lui en serai toujours reconnaissante. Tu as le droit d'avoir 2 piliers dans ta vie, mon amour. Avoir plus d'amour ne diminue pas celui qui existe déjà, il le rend plus fort. Était la vérité, une vérité que ma douleur m'avait empêché de voir. En validant son choix, je ne me diminuais pas, au contraire, je m'aime, élevée au-dessus de ma propre blessure, pour célébrer la richesse de sa vie. Elle a laissé échapper un petit sanglot, mais cette fois, était un sanglot de libération. Un sourire tremblant s'est dessiné sur ses lèvres. Elle s'est jetée dans mes bras, me serrant si fort que j'ai eu du mal à respirer. Je l'ai enlacée à mon tour, enfouissant mon visage dans ses cheveux qui sentaient la laque et le bonheur. Nous sommes restés ainsi, enlacés, au milieu de la pièce, sous le regard ému des demoiselles d'honneur et de la coiffeuse qui tentait de ne pas pleurer.
Le mur de glace entre nous avait fondu, emporté par le flot de larmes et de vérité. Quand nous nous sommes séparés, la maquilleuse est intervenue avec ses pinceaux pour réparer les dégâts. Mais le plus important avait été réparé, notre lien. Nous nous sommes souris. Un vrai sourire cette fois, un sourire qui venait du cœur, un sourire qui disait tout, sans avoir besoin de mots. J'ai réajusté son voile, et cette fois, mon geste était léger, empli d'un amour pur et sans amertume. Je n'étais plus la mère blessée, J était redevenue sa mère, sa complice, son roc, la gardienne de son bonheur. Quelqu'un a frappé discrètement à la porte. « Chloé, c'est l'heure. Jean-Pierre t'attend en bas. » Ma fille m'a jeté un dernier regard, un regard plein d'amour et de gratitude. « Je t'aime, maman », a-t-elle murmuré. « Je t'aime plus que tout, ma chérie », ai-je répondu, le cœur enfin en paix. Je lui ai fait un petit signe de la tête pour l'encourager. « Maintenant, va et sois heureuse. Tu l'as mérité. » Elle a pris une grande inspiration, a redressé ses épaules de jeune mariée, et s'est dirigée vers la porte, vers son avenir. J'ai reculé d'un pas, m'effaçant pour laisser la place. Je l'ai regardée franchir le seuil, magnifique et sereine. Mon rôle dans cette partie de la cérémonie était terminé. Mais je savais que mon rôle le plus important, celui de mère, ne faisait que commencer sous une nouvelle forme. Je n'avais pas perdu ma place, je l'avais redéfinie. J était la racine de l'arbre. Invisible peut-être, mais c'est de moi que tout partait. Et C était là ma plus grande fierté, mon plus grand honneur. Le son de la musique a commencé à monter du rez-de-chaussée, annonçant le début de la cérémonie. Les demoiselles d'honneur se sont précipitées hors de la chambre, me laissant seule un instant. J'ai jeté un dernier regard à la pièce en désordre. Un champ de bataille joyeux, où une guerre silencieuse venait de prendre fin par un traité de paix inconditionnel. Un sourire sincère a finalement illuminé mon visage. J était prête. Prête à célébrer, prête à aimer, prête à être la mère la plus heureuse du monde. J'ai lissé ma propre robe, j'ai vérifié mon reflet dans ce même miroir qui avait été le témoin de notre crise et de notre réconciliation. La femme qui me regardait, était plus la même. La fatigue avait laissé place à une sorte de force tranquille, la tristesse à une sérénité profonde. J était Monique, auxiliaire de vie, mère courage, et maintenant, matriarche bienveillante d'une famille qui venait de s'agrandir. J'ai compris que mon amour n'avait pas besoin d'Eda, être au premier plan, pour être le plus important. En sortant de la chambre, j'ai croisé Françoise dans le couloir. Elle n'a rien dit, mais son regard en disait long. Elle a vu le changement en moi, elle a compris que la tempête était passée. Elle m'a simplement pris la main et l'a serrée, un geste de sororité silencieux et puissant. Ensemble, nous sommes descendus pour prendre nos places, non pas comme des rivales, mais comme les deux piliers féminins de cette nouvelle famille, unis par un amour commun pour nos enfants. Assise au premier rang, j'ai attendu l'entrée de ma fille. Mon cœur ne battait plus d'angoisse, mais d'une fierté pure et paisible. J'allais la voir s'avancer au bras d'un homme bon vers un autre homme bon, et tout était exactement comme cela devait être. J'avais enfin compris que l'amour ne divise pas, il multiplie. Et aujourd'hui, J était plus riche que je ne l'avais jamais été. Mon amour avait grandi, il était transformé pour embrasser une nouvelle réalité, plus complexe, mais aussi infiniment plus belle. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Le son de l'orgue éleva, majestueux, remplissant la petite église de village jusqu'à la dernière pierre. Assise au premier rang, le dos droit, les mains calmement posées sur mes genoux, je ressentais une paix profonde que je n'aurais jamais cru possible quelques semaines auparavant. La lumière filtrait à travers les vitraux, projetant des éclats de couleurs sur les bancs de bois sombres, et chaque note de musique semblait laver les dernières traces d'amertume de mon âme. Je était plus la femme brisée, rongée par le sentiment d'injustice. J était simplement une mère, attendant avec une fierté sereine, de voir son enfant s'engager sur le chemin du bonheur. Ma place, était pas à son bras, mais elle était ici, au cœur de l'aile, événement, en tant que témoin privilégié de sa joie, et cette place, je la trouvais soudainement parfaite, juste, et infiniment précieuse. Puis, elle est apparue au seuil de l'aile, église, un souffle de lumière et de beauté. Chloé était radieuse, non pas d'une joie factice, mais d'une plénitude qui émanait de tout son être. Son sourire, libéré du poids de la culpabilité, illuminait son visage. Elle se tenait au bras de Jean-Pierre, qui semblait à la fois incroyablement fier et profondément ému. En la voyant si épanouie, si sereine, j'ai compris que notre conversation dans la chambre nuptiale avait été bien plus qu'une réconciliation. Était une refondation. Nous avions reconstruit notre lien sur des bases plus saines, plus honnêtes, où l'amour était plus une dette à rembourser mais un cadeau à partager librement. Elle n'avançait pas en éloignant de moi,
mais emportant avec elle tout l'amour que je lui avais donné. Alors qu'elle progressait lentement dans l'allée centrale, son regard a balayé l'assemblée avant de se poser sur le mien. Ce fut un instant suspendu, une communication silencieuse qui valait tous les discours du monde. Dans ses yeux, j'ai lu une gratitude infinie, un amour renouvelé et la promesse que notre lien était indestructible. Je lui ai répondu par le plus doux de mes sourires, un sourire qui lui disait « Tout va bien mon amour, je suis là, et je suis heureuse ». Ce simple échange a scellé notre pacte, une reconnaissance mutuelle de notre place respective dans le cœur de l'autre. Le symbole de la marche vers l'autel venait d'être remplacé par un symbole bien plus puissant, celui d'un regard qui unit deux âmes, au-delà de toutes les traditions. En observant Jean-Pierre, qui guidait ma fille avec une tendresse presque paternelle, je n'ai ressenti aucune jalousie. À la place, une vague de reconnaissance sincère m'a envahi. Cet homme, par sa présence constante et bienveillante, avait pansé une blessure que je n'avais jamais pu guérir complètement, celle de l'absence de son père. Il avait offert à Chloé un modèle masculin stable et aimant, contribuant à faire d'elle la femme équilibrée qu'elle était aujourd'hui. Loin de m'avoir volé ma place, il avait complété mon œuvre. J'ai compris que l'amour d'une mère n'est pas de tout faire seule, mais de savoir accueillir ceux qui peuvent apporter à son enfant ce qu'elle ne peut pas donner. Il n'était pas un remplaçant, il était un allié précieux. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère d'émotions pures. J'ai écouté les consentements, les promesses d'amour et de soutien échangées par les jeunes mariés, et chaque mot résonnait en moi avec une nouvelle signification. La famille qu'ils s'engageaient à construire n'était pas une rupture avec le passé, mais une continuation, un élargissement. J'ai réalisé que ma vision avait été si étroite, si centrée sur notre duo exclusif, que j'avais eu peur de tout ce qui venait de l'extérieur. Aujourd'hui, je voyais clairement que notre famille ne se dissolvait pas, mais qu'elle fusionnait avec une autre, créant un ensemble plus vaste, plus riche et plus fort, un réseau d'affection où chacun avait sa place et son importance, y compris moi. La fête qui a suivi, dans le jardin fleuri du restaurant où tout avait failli basculer, était à l'image de mon état d'esprit, légère et joyeuse. Je était plus une spectatrice malheureuse, mais une actrice à part entière de ce bonheur collectif. Je suis allée de groupe en groupe, riant aux plaisanteries des oncles, discutant avec les amis de Chloé, partageant des souvenirs avec les membres de la famille de Marc. Mon sourire était plus un masque, il était le reflet sincère de ma paix intérieure. Les gens qui me connaissaient ont dû sentir le changement, la tension disparue, remplacée par une chaleur et une ouverture nouvelle. Je ne jouais plus un rôle, je vivais pleinement l'instant, savourant chaque seconde de cette journée bénie. À un moment, Françoise m'a rejointe près du buffet des desserts. Nous nous sommes servis une part de fraisier en silence, puis elle m'a simplement dit « Vous avez une fille merveilleuse, Monique. Et elle vous ressemble beaucoup. » Il n'y avait pas de pitié dans sa voix, seulement une admiration sincère. J'ai senti mes joues rougir de plaisir. « Votre fils la rend très heureuse, » ai-je répondu. Cet échange simple a suffi. Nous avions établi entre nous une complicité discrète, une alliance de mères qui avaient compris que leur force ne résidait pas dans la compétition, mais dans le soutien mutuel. Nous étions les deux racines de ce nouvel arbre familial, et nous savions que sa solidité dépendrait de notre entente. Le moment des discours est arrivé. Jean-Pierre a pris la parole, la voix tremblante d'émotion, pour exprimer sa joie d'accueillir Chloé dans sa famille. Il a eu des mots magnifiques pour sa nouvelle belle-fille, mais il a aussi tenu à me rendre hommage. Tout ce bonheur nous le devons aussi à la mère exceptionnelle de Chloé, Monique, qui l'a élevée seule avec une force et un amour qui forcent l'admiration. Ces paroles, prononcées devant tout le monde, ont été un baume sur les dernières cicatrices de ma blessure. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de reconnaissance et de fierté. Il ne m'avait pas seulement remplacé, il me reconnaissait et m'honorait. Puis, porté par une impulsion soudaine, j'ai senti que je devais moi aussi dire quelque chose. J'ai demandé le micro. Un silence surpris s'est installé, et j'ai vu l'inquiétude fugitive dans le regard de Chloé. Je lui ai souri pour la rassurer, et, d'une voix que j'espérais stable, j'ai commencé à parler. Je ne voulais pas faire un long discours, juste poser un acte, un geste qui scellerait définitivement la paix, et redéfinirait ma place, non par la revendication, mais par le don. Je sentais tous les regards sur moi, mais je n'avais plus peur. J'étais enfin prête à offrir ma vérité, une vérité apaisée et généreuse, à cette nouvelle famille, qui était désormais aussi la mienne. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se divise, c'est quelque chose qui se multiplie, ai-je commencé, ma voix gagnante en assurance. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de perdre une fille, mais de gagner un fils, et toute une famille merveilleuse avec lui. On nous apprend que les traditions sont importantes, qu'il y a des règles à suivre,
des rôles à tenir. Mais la plus belle des traditions, c'est celle que l'on invente avec le cœur, celle qui permet de rendre heureux tous ceux que l'on aime. J'ai senti une vague d'approbation parcourir l'assemblée, et cela m'a donné la force de continuer, d'aller jusqu'au bout de mon message. Mon regard s'est posé sur Chloé et Marc, qui se tenaient la main, les yeux brillants. Ma chérie, mon gendre, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Construisez votre vie sur ce qui compte vraiment. Le respect, la confiance, et la capacité de réinventer l'amour chaque jour. Soyez l'un pour l'autre un port d'attache, mais aussi des ailes pour vous envoler. Votre amour est la plus belle preuve que j'ai réussi ma vie, et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissante. La sincérité de mes paroles semblait toucher chaque invité, transformant ce qui aurait pu être un moment gênant en un instant de pure émotion partagée par tous. Et puis je me suis tournée vers Jean-Pierre. J'ai levé mon verre bien haut. Et je voudrais porter un toast tout particulier à Jean-Pierre, ai-je déclaré, ma voix forte et claire. Certains diront que tu as pris une place qui, était pas la tienne. Moi je dis que tu as eu le courage et l'amour de prendre une place qui était vide. Merci d'avoir été le père que ma fille a choisi. Et je sais déjà que tu seras le plus merveilleux des papis gâteaux. Était la phrase la plus difficile et la plus libératrice que j'ai jamais prononcée. Le poids de mon ressentiment s'est envolé pour de bon, remplacé par une légèreté infinie. Un tonnerre d'applaudissements a éclaté, sincère et chaleureux. Jean-Pierre, les larmes aux yeux, a levé son verre vers moi, dans un salut silencieux, et plein de respect. Chloé pleurait à chaudes larmes, mais son visage rayonnait d'un soulagement et d'un amour immense. Par cet acte public, je n'avais pas seulement validé son choix, je l'avais célébré. J'avais transformé une source de conflit potentiel, en un fondement de notre nouvelle famille élargie. J'avais offert à tout le monde, et surtout à moi-même, le cadeau de la paix et de la générosité. Ma victoire, était pas d'avoir récupéré une place, mais d'en avoir créé une nouvelle, plus grande et plus belle. Ce geste a tout changé. Il a dissipé les derniers malaises, libéré chacun du poids de la culpabilité ou de la gêne. J'ai senti les regards sur moi se transformer, passant de la compassion polie à une admiration respectueuse. J'avais cessé être la pauvre mère seule et sacrifiée pour devenir la matriarche sage et bienveillante, celle qui, par sa grandeur âme, avait su unir deux familles. Je venais de découvrir une nouvelle forme de pouvoir, non pas celui qui s'impose, mais celui qui rassemble et qui guérit. Était un honneur bien plus grand que celui de remonter une simple allée d'église. Était l'honneur de bâtir des ponts là où d'autres auraient vu des murs. Plus tard dans la soirée, alors que la musique battait son plein, Chloé est venue se blottir contre moi. Nous regardions les couples danser, enlacés, sous les guirlandes lumineuses. « Ton discours, maman » a-t-elle murmuré, la tête posée sur mon épaule. « Était le plus beau cadeau de mariage que tu pouvais me faire. » Je ne l'oublierai jamais. Je l'ai serré contre moi, respirant le parfum de ses cheveux. « Le seul cadeau qui compte, c'est ton bonheur, » ai-je répondu. Nous n'avions pas besoin de plus de mots. Notre silence était rempli d'un amour et d'une compréhension que nous n'avions jamais atteint auparavant. Notre lien n'était pas brisé, il était reforgé, plus solide et plus pur. Au moment de partir, alors que les derniers invités s'attardaient, Jean-Pierre m'a intercepté. Il y avait une émotion sincère dans son regard. « Monique, ce que vous avez fait ce soir, je n'ai pas de mots. Vous êtes une femme d'une classe et d'une générosité rare. Je suis honoré de faire partie de la même famille que vous. » Nous nous sommes serrés la main, puis spontanément, nous nous sommes donné une accolade chaleureuse. Ce était plus étreinte maladroite de deux futurs beaux-parents, mais le geste sincère de deux personnes qui se respectaient profondément et qui savaient qu'elles allaient devoir compter l'une sur l'autre pour le bonheur de leurs enfants. En rentrant seule en voiture, dans le calme de la nuit étoilée, je me sentais épuisée mais incroyablement sereine. Le pavillon, en m'accueillant, ne m'a plus paru comme une coquille vide et silencieuse. Ses murs étaient toujours imprégnés de souvenirs, mais ce était plus des fantômes d'un passé révolu. Étaient les fondations solides sur lesquelles une nouvelle histoire était en train de écrire. Ma solitude était plus un fardeau, mais un espace paisible de ressourcement. Je n'avais rien perdu. Mon monde était simplement agrandi, et mon cœur avec lui. J'avais appris que pour recevoir, il fallait d'abord savoir donner, et surtout, savoir lâcher prise. Une fois chez moi, j'ai enlevé mes chaussures, et je me suis arrêtée devant le mur de photos, j'ai regardé le visage souriant de Chloé, à tous les âges de sa vie. La douleur avait complètement disparu, remplacée par une tendresse infinie. J'ai compris l'essence de mon rôle de mère. Il ne s'agissait pas d'être indispensable, ou de réclamer une reconnaissance éternelle pour mes sacrifices. Mon véritable accomplissement, ma plus grande fierté,
était d'avoir donné à ma fille des racines si profondes qu'elle n'aurait jamais peur de s'envoler, et des ailes si fortes qu'elle pourrait atteindre le soleil de son choix. Et en la voyant si heureuse aujourd'hui, je savais, avec une certitude absolue, que j'avais parfaitement réussi ma mission. ¿Ha vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.